La première fois qu'une voiture de sport italienne d'un noir d'ébène fut aperçue garée devant le vieux garage rouillé des quartiers nord de Marseille, les habitants pensèrent immédiatement qu'elle était volée. Le voisinage n'était pas habitué à ce genre d'éclat, et certainement pas devant l'atelier Mécanique Ousmane, un hangar délabré qui ne tenait debout que par la force du ruban adhésif et de l'espoir. Pourtant, à l'intérieur, courbé sur le moteur d'une vieille Renault Clio, se trouvait bien le propriétaire du bolide. Il portait un bleu de travail maculé de taches de graisse qui semblait plus vieille que le bâtiment lui-même. Ses mains n'avaient manifestement pas vu de manucure depuis des années. Toutefois, en y regardant de plus près, sous la crasse et la sueur, le cadran d'une montre de luxe dépassait parfois de sa manche lorsqu'il serrait un boulon. Qui était cet homme, réparant des moteurs tout en portant au poignet la valeur de tout le pâté de maison? Cet homme était Alexandre Oumarou, né au sein de l'héritage milliardaire de l'Empire Oumarou, mais se dissimulant ici sous le nom d'Alex Brunet. Pourquoi un milliardaire troquerait-il les suites de palace pour des segments de piston et l'anonymat? Parce que dans son monde, la confiance était plus rare que l'or, et l'amour n'était souvent qu'une transaction commerciale de plus. Mais ce jour-là, quelque chose de différent allait se produire, quelque chose qui changerait à jamais la trajectoire de cette double vie. Alors qu'il verrouillait l'atelier, le soleil plongeant bas derrière les immeubles fissurés de la cité, une voix douce et obsédante flotta le long de la ruelle. Une femme chantait, sa mélodie jurant avec les conteneurs à ordures et les graffitis. Cela ressemblait à du chagrin enveloppé de soie. Qui était-elle? Et pourquoi sa voix résonnait-elle comme une prière brisée? Alex suivit le son et la trouva recroquevillée derrière une benne, drapée dans une couverture élimée. Son visage était strié de poussière, mais ses yeux contenaient des galaxies entières. Elle s'appelait Élise Cissé. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de tomber amoureuse d'un milliardaire déguisé en mécanicien sans le sou. L'accepterait-elle si elle connaissait la vérité, ou les secrets entre eux bâtirait-il un mur trop haut pour être franchi? Elle chantait chaque soir comme si c'était la seule chose qui empêchait son cœur de voler en éclats. Sa voix était l'écho d'une cathédrale oubliée. Brisée mais magnifique. La ruelle devint sa scène. Les étoiles son unique public. Jusqu'à ce qu'Alex commence à revenir. Pourquoi un homme qui réparait des voitures pour vivre apportait-il de la nourriture dans des contenants aux finitions impeccables? Le soir suivant, Alex réapparut. Cette fois avec un thermos fumant de thieboudienne et une bouteille d'eau pétillante. Il ne dit rien en les lui tendant. Élise le fixa, la méfiance vacillant dans ses yeux fatigués. Elle avait l'habitude d'être invisible, pas d'être soignée, mais elle accepta le repas. Pendant une semaine, cela devint leur rituel. Il apportait le dîner et elle chantait. Pas de nom, pas de passé, juste le silence partagé de deux mondes brisés. « Tu n'es pas comme les autres », murmura-t-elle un soir. « Toi non plus », répondit-il en fixant les étoiles comme si elles détenaient la vérité qu'il ne pouvait prononcer. Pourtant, les questions planaient. Pourquoi sa voix portait-elle une telle douleur? Quelle vie avait-elle fui? Élise avait autrefois été une étoile montante de la scène musicale parisienne. Elle avait tout perdu. Un incendie dans son appartement, pas d'assurance, plus aucune famille. L'itinérance n'avait pas été une chute de grâce, mais une chute libre sans filet. Alex écoutait, le cœur serré. Elle avait toutes les raisons d'abandonner. Pourtant, elle chantait encore. Et à cet instant, il réalisa qu'elle était peut-être la seule personne capable de l'aimer sans étiquette de prix. Mais qu'arriverait-il lorsque son déguisement soigneusement construit commencerait à se fissurer? Personne de la ruelle n'avait jamais mis les pieds au grand hôtel du palais, ni le personnel, ni les clients, et certainement pas Élise. Alors, quand Alex lui tendit une invitation sur un papier cartonné épais embossé d'or, ses doigts tremblèrent. « Tu veux que j'aille où ? Pourquoi une sans-abri recevrait-elle une invitation personnelle au gala de charité d'un milliardaire? Ce n'est pas n'importe quel événement, expliqua Alex, d'un ton inhabituellement ferme.
C'est la fondation de mon père, le Gala Umaru Tech. Je veux que tu vois quelque chose ce soir. Élise baissa les yeux sur son jean déchiré et ses baskets usées. Même sa fierté ne suffisait pas à masquer la panique qui montait dans sa poitrine. Mais Alex avait déjà tout prévu. Il la conduisit vers une boutique discrète du quartier des créateurs, où une styliste franco-sénégalaise nommée Zara l'attendait avec un sourire doux et une douzaine de robes. Lorsqu'elles eurent terminé, Élise ressemblait à une déesse sortie d'un rêve de cinéma. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-elle en tournant lentement devant le miroir. « Parce que parfois, le monde a besoin de voir l'étoile que tu as toujours été. » Ce soir-là, sous des lustres en forme de constellation et entourée par l'élite économique, Élise se tenait aux côtés d'Alex, méconnaissable par rapport à la femme qui dormait sur du carton. Mais la nuit réservait plus que du glamour. De l'autre côté de la salle, un homme grand aux yeux perçants et au costume encore plus tranchant les observait. Le PDG Franklin Umaru, le père d'Alex. Et il ne souriait pas. Le secret qu'Alex avait gardé d'Élise survivrait-il au regard de l'empire qu'il avait fui ? La première chose que Franklin Umaru prononça ne fut pas une salutation. Ce fut un ordre. « Marche avec moi. Maintenant. » Pourquoi un père convoquerait-il son fils comme un employé, surtout devant la femme qui l'accompagnait ? Alex serra la mâchoire, mais suivit. Élise resta figée près de la table de caviar, essayant de ne pas s'effondrer sous le poids de la soie, du cristal et des attentes écrasantes. Dans un couloir de marbre bordé de peintures à l'huile retraçant les succès de l'entreprise, Franklin se retourna brusquement. « Qui est-elle ? Et qu'est-ce que tu fais à la parader dans notre monde comme si elle y avait sa place ?»« Elle y a sa place, » répondit froidement Alex, plus que la plupart des gens dans cette salle. Les narines de Franklin frémirent. « Tu crois que tu peux traîner le nom des Umaru dans la boue parce que tu fais ta crise de la trentaine ? Je construis quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse les agendas de conseil d'administration. Cette fille est un fardeau, Alexandre. J'ai vérifié ses antécédents. C'est une SDF, une ratée, une marchandise avariée. » Le poing d'Alex se serra, mais il ne frappa pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix resta calme. « Et tu penses que je ne le suis pas ? Tu crois que cet empire n'a pas laissé de fissures en moi aussi ?» De retour dans la salle de bal, Élise sentit le changement. Les gens la dévisageaient. Des murmures flottaient. Zara croisa son regard à travers la pièce et lui fit un signe de tête subtil, comme pour dire « Reste digne. Tu n'es plus invisible. » Le gala se termina avec des sourires étranges et des coupes de champagne, mais la guerre avait commencé. Dans la limousine, Élise posa enfin la question. « Qui es-tu vraiment, Alex ?» Il la regarda, la douleur ombrageant ses yeux. « Je voulais te le dire. J'ai essayé. Mais j'avais besoin de savoir que tu me voyais, moi. Pas le nom, pas l'argent. Juste moi. » Élise pardonnerait-elle le mensonge ? Ou la confiance était-elle la seule chose que ni la pauvreté ni la richesse ne pouvaient réparer ? Élise ne parla pas pendant 2 jours. Pas après le gala. Pas après la confession dans la limousine. Pas même après qu'Alex eut envoyé un bouquet de roses cramoisies avec une note manuscrite qui disait « Je n'ai jamais menti sur ce que je ressens. » Pourquoi quelqu'un de si blessé oserait-il croire à nouveau en l'amour ? Élise marcha dans les rues de Marseille, ses écouteurs vissés aux oreilles, essayant de noyer ses pensées dans du vieux jazz. Elle retourna dans la ruelle, son sanctuaire d'ombre, et s'assit là où elle chantait d'habitude, seule à nouveau. Mais cette fois, le silence était plus assourdissant. Pendant ce temps, Alex restait au garage, les mains plongées dans la graisse moteur, essayant de réparer des voitures de la même manière qu'il souhaitait pouvoir réparer les cœurs. Ses employés, Ousmane, le véritable propriétaire du garage, et Priya, une technicienne à la langue bien pendue, l'observaient avec une inquiétude silencieuse. « Tu as trouvé quelque chose de rare, Alex ?
finit par dire Ousmane en sirotant son café. Et tu l'as effrayé avec une vérité que tu aurais dû lui confier dès le premier jour. Au 3e jour, Élise revint. Pas pour des réponses, ni même pour des excuses, mais pour de la clarté. Tu as menti sur ton nom, ton argent, tout. Mais pas une seule fois tu n'as menti avec tes yeux, dit-elle, debout sous la lumière vacillante du néon du virage. Alex s'avança lentement, le cœur battant la chamade. Je voulais seulement être vu par toi tel que je suis. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Alors laisse-moi tout voir. Plus de masques, plus de manoirs prétendant être des garages. Juste toi. Il lui tendit un trousseau de clés. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle ? Un espace, le tien. Un petit studio de musique que j'ai acheté près du cours Julien, avec ton nom sur le bail. Ce n'est pas de la charité, c'est un début. Pour ta musique, pour nous. Un nouveau départ né de la vérité. Pouvait-il enfin enterrer les mensonges de leur passé ? Les murs du studio étaient de briques nues. Les fenêtres étaient hautes et entr'ouvertes pour laisser entrer la ville. Un microphone poussiéreux se dressait au centre comme une relique oubliée. Mais le toucher d'Élise le ramena à la vie. Que se passerait-il si une voix perdue dans les ruelles trouvait son chemin vers les ondes ? Élise enregistra son premier morceau en une seule prise. Une ballade jazz obsédante, intitulée « Alléluia brisé », une chanson sur la chute et la renaissance. Quoi qu'il en soit, Zara s'occupa de la garde-robe pour une séance photo promotionnelle, tandis que Priya mixait le son. Alex, lui, restait en retrait, observant la scène tel un fantôme fier. En quelques jours, la vidéo d'Élise devint virale. Des millions de personnes la regardèrent, commentèrent et pleurèrent. Les producteurs de musique, des grandes maisons de disques parisiennes au major international, se manifestèrent. Les offres affluaient, mais les questions aussi. Était-il vrai qu'elle avait été sans abri ? Comment avait-elle rencontré Alex Brunet ? Était-il vrai qu'il était en réalité Alexandre Oumarou ? La tempête médiatique se leva rapidement. Les paparazzis campaient devant le garage mécanique Ousmane, les camionnettes des chaînes d'information s'alignaient le long du cours Julien. Un matin, un appel arriva de l'assistant personnel de Franklin Oumarou. Le conseil d'administration voulait la rencontrer. Élise s'assit face à 12 costumes-cravates dans une tour de verre surplombant le Vieux-Port. Ils lui proposèrent un contrat de sponsoring lié à la branche philanthropique du groupe Oumarou. Beaucoup d'argent, une visibilité mondiale. Mais avec une clause. Elle devait remercier publiquement Franklin de l'avoir découverte. Elle se tint droite, calme. Je n'ai pas été découverte. J'ai été aimée. C'est ce qui m'a donné une voix, pas votre contrat. Elle sortit. Alex l'attendait près de l'ascenseur. « Je te l'avais dit, » souffla-t-il doucement. « Tu as toujours eu ta propre lumière. » Maintenant que le monde la voyait, leur amour pourrait-il survivre à la gloire et au brasier qui s'ensuivrait ? Les gros titres explosèrent du jour au lendemain. Élise Cissé rejette le soutien du milliardaire et déclare que l'amour est sa seule étiquette. Les rédactions s'emballèrent, les blogs décortiquèrent chaque mot, et les réseaux sociaux la couronnèrent reine de l'authenticité. Mais que se passe-t-il quand le monde finit par écouter, tout en exigeant une version de vous qui n'existe pas ? Les interviews s'enchaînèrent, les plateaux télé, les nominations aux récompenses. Mais quelque chose changeait. La pression de la performance, la nécessité de rester pertinente, d'être parfaite. Élise commença à passer plus de temps avec son équipe de relations publiques qu'avec Alex. Il observait de nouveau depuis l'arrière-plan. Cette fois, non pas par choix, mais par nécessité. « Je ne veux pas être ton ombre », murmura-t-il un soir dans leur loft. « Alors ne reste pas dedans », répondit-elle, fatiguée, distraite, faisant déjà défiler le planning presse du lendemain sur son téléphone. Leur monde entrait en collision inversée. Alex avait fui les projecteurs, Élise en était désormais le centre. Le point de rupture survint lorsqu'un producteur suggéra une fausse romance avec une autre star montante pour booster la popularité d'Élise sur le marché britannique. Elle refusa, mais le doute était semé.
Mon histoire ne suffit-elle pas sans le conte de fées ? Demanda-t-elle à Alex, frustrée. Il la tira dans une étreinte silencieuse. Ton histoire est le conte de fées, mais cela ne fonctionne que si nous le vivons, pas si nous le vendons. Ils firent une pause officielle. Les journaux titrèrent « Rupture entre Élise et Alex. La musique l'emporte sur le mécanicien ». Les fans débattaient, les critiques jugeaient. Franklin ou Marou célébraient discrètement. Pourtant, un soir, après un concert à guichet fermé au Dôme de Marseille, Élise retourna seule à son studio près du cours Julien. Elle s'assit au même micro, alluma les mêmes lumières, et elle chanta. Pas pour le monde, pas pour la gloire. Elle chanta pour l'homme qui l'avait vue en premier. L'entendrait-il à temps pour réaliser que leur histoire n'était pas finie, qu'elle cherchait juste son refrain ? Ils avaient la même odeur, la rouille, la pluie et la rédemption. La nuit était calme, hormis le doux bourdonnement d'un vieux lampadaire. Cela faisait près d'1 an qu'Élise ne s'était pas tenue ici, pieds nus et brisés, chantant vers un ciel oublié. Qu'est-ce qui ramène une reine vers ses cendres ? Alex n'avait reçu ni appel, ni message, seulement un vocal. Sa voix tremblait. « Retrouve-moi là où tout a commencé. J'ai besoin de nous retrouver. » Alors il vint. Toujours dans son bleu de travail, une trace de graisse sur la joue, le cœur battant comme au premier jour. Élise ne portait aucun maquillage, n'avait ni styliste ni caméra, juste elle-même et un simple clavier. Elle lui fit un signe de tête et commença à jouer une nouvelle chanson, une berceuse de seconde chance, de cicatrices de guerre et de beauté. Elle s'arrêta à mi-chemin, leva les yeux, le regard brillant. Je pensais devoir devenir quelqu'un d'autre pour être aimé par le monde. Mais toi, tu m'as aimé avant même que le monde ne connaisse mon nom. Alex avança, s'agenouilla près d'elle. Tu m'as montré que l'amour ne se gagne pas avec de l'argent ou des masques. Il se choisit, chaque jour. Elle fouilla dans sa poche, en sortit une bague. Rien d'extravagant, juste une ficelle tressée avec une petite breloque où était inscrit « Espoir ». « Je ne te demande pas en mariage, » murmura-t-elle en souriant. « Je te fais une promesse. Je nous choisis. » Il prit sa main, embrassa ses jointures et chuchota. « Alors écrivons le reste de notre histoire. Pas pour eux, pour nous. » Mais un amour, une fois brisé, pouvait-il redevenir vraiment entier ? Ou leur acte final prouverait-il que l'amour est toujours plus fort lorsqu'il rentre à la maison ? Ce ne fut ni une église, ni une salle de bal. Ce fut un garage. L'atelier d'Ousmane avait été nettoyé et orné de guirlandes lumineuses. De vieux pneus servaient de support pour les fleurs. L'odeur de l'huile de moteur se mêlait à celle de l'hibiscus et des plats épicés préparés par la famille de Priya. Quel genre d'histoire d'amour se termine là où elle a commencé, au milieu de la graisse et des graviers et de la grâce. Alex portait une chemise blanche impeccable, son écusson nominatif toujours cousu dessus. Élise portait une robe simple aux épaules dénudées, issue de la collection recyclée de Zara, faite de soie réutilisée et de dentelle chinée. Leur liste d'invités était courte mais puissante. Ousmane, Priya, Zara et une poignée de membres de la communauté qui avaient vu le périple se dérouler de la ruelle à l'hôtel. Pas de caméra, pas de presse, juste des vœux. J'ai cherché à travers le monde une version de moi-même que je pourrais accepter, dit Élise en tenant ses mains. Mais tu as vu la vraie moi, même quand je ne le pouvais pas. Je me suis caché dans les moteurs, la graisse et les mensonges, répondit Alex. Mais tu étais la seule vérité que je ne pouvais nier. Ils s'embrassèrent, sous une enseigne au néon cassé qui clignotait le mot « amour » par intervalles maladroits. Et à partir de ce jour, le garage devint plus qu'un atelier de réparation. Il devint un symbole de guérison,
d'humbles débuts, d'une richesse qui ne pouvait se compter. Le monde respecterait-il une histoire d'amour, écrite sans paillettes dorées? Ou apprendrait-il que les récits les plus riches naissent souvent des vérités les plus simples? Le monde n'oublia pas, mais il apprit enfin à écouter. Pourquoi une histoire d'amour forgée dans les ruelles et les bleus de travail importait-elle à des millions de personnes? Parce qu'elle était réelle. Le deuxième album d'Élise, Alléluia reconstruit, débuta numéro 1, non pas à cause d'un coup marketing, mais parce qu'il parlait à chaque âme qui s'était un jour sentie invisible. Sa conférence, Pourquoi ce qui est brisé est beau, fut visionnée plus de 10 millions de fois. Elle la termina par un murmure. Il m'a trouvé quand j'étais poussière, et il a vu le diamant que je ne voyais pas. Alex retourna construire des choses de ses mains, et maintenant avec son cœur. Avec Ousmane, ils ouvrirent une fondation, Mécaniciens du changement, enseignant les métiers manuels aux jeunes sans-abri. Élise chanta lors de l'inauguration. Même Franklin Oumarou se présenta, non pas avec mépris cette fois, mais avec silence. Il serra la main d'Alex, il étreignit Élise, et en partant, il ne dit qu'un mot. Respect. Des années plus tard, un jeune couple visiterait le garage d'Ousmane, toujours debout, toujours brillant de ses guirlandes féeriques. « C'est ici que le milliardaire a épousé la chanteuse sans-abri » demanderait la jeune fille. Et l'homme balayant le sol sourirait et hocherait la tête. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Elles ont juste besoin d'être vécues. Et dans un monde de filtres et de façades, parfois les richesses les plus vraies sont celles qui s'élèvent de mains tachées d'huile et de cœurs pleins d'espoir.